Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine 7 jours en Martinique. Notre invité cette semaine est un homme connu et reconnu en Martinique pour ses idées et pour les actions qu'il a menées pour le pays. Bonsoir Garcin Malsa. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes une personnalité politique écologique indépendantiste martiniquaise, vous êtes président du Modemas. Vous avez été maire de Sainte-Anne pendant 25 ans. Lors de votre mandature, votre ville a reçu la distinction des rubans du développement durable en réponse au lancement du plan de développement durable et solidaire mis en place par la ville de Sainte-Anne. Vous êtes également le président du MIR, le Mouvement international de la réparation de l'esclavage. Et vous êtes aussi un homme de lettres. En 92, vous avez publié un essai, La mutation Martinique, orientation pour l'épanouissement de la Martinique. Et en novembre 2009, vous publiez Lianage pour le changement, 2 ouvrages qui incitent à porter un regard d'avenir positif sur la Martinique. Comment allez-vous, Garcin Malsa? Très bien, très bien. Et j'ai écrit aussi un livre qui est assez important, L'écologie ou la passion du vivant, oui, dans lequel j'exprime effectivement ma passion pour l'écologie. Que vous avez mis en œuvre lors de votre mandature à Sainte-Anne. Absolument. Où ça en est aujourd'hui? Eh bien, je me sens très très bien. Je ne suis plus maire de Sainte-Anne depuis 2014. Et j'ai beaucoup plus de temps pour pouvoir réfléchir, pour aller là où je veux aller, au contact des habitants de Martinique. Et ce que j'ai fait, du reste, pour la campagne électorale à la CTM. Et puis, je me sens libéré de toute contrainte. Et je crois que je suis là et beaucoup plus à l'aise pour apporter ma contribution ferme et durable au peuple martiniquais, au-delà du peuple martiniquais et à la Caraïbe. Donc, est-ce que vous suivez l'actualité de la Martinique? Ah oui, tout le temps. Je suis avant tout un militant politique, un militant tout court. Et je veille au grain, je veille à ce qu'effectivement on ne détruise pas mon pays, on ne détruise pas mon peuple. Je pense que c'est très important. Oui, effectivement. Alors hier, la Martinique a vécu un moment historique. La nouvelle collectivité territoriale a été investie lors de la réunion de droit et d'organisation de la CTM. Nous y étions et avons rencontré les nouveaux élus. Ce matin avait lieu l'investiture de la nouvelle collectivité territoriale de Martinique. Les nouveaux élus ont témoigné de leur état d'esprit, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Nous sommes des gens constructifs, nous sommes des gens qui avons beaucoup d'idées, nous avons eu un bilan magnifique, nous avons initié de magnifiques politiques publiques. J'espère que ça va continuer, qu'on sera dans cette même dynamique, qu'on laissera parler l'opposition. Nous avons été élus par un électorat et je dois être là et puis s'il le faut réclamer, défendre les dossiers. C'est ce pourquoi je suis venu à l'Assemblée, puisque maintenant je suis un conseiller de Martinique. Donc je dois défendre les dossiers non seulement pour Ducos, le Sud et la Martinique aussi. J'ai milité pour qu'il y ait une collectivité territoriale unique en Martinique. Donc je le fais avec une satisfaction parce que c'est un chemin institutionnel de progrès pour la Martinique. Il faut aujourd'hui qu'il y ait plus d'efficacité dans les politiques publiques. Il faut simplifier la vie des entreprises, des associations et des citoyens. Rapidement rentrer dans le travail, parce que moi je pense que c'est pour ça que les Martiniquais nous ont élus, quel que soit le résultat de l'élection, et minimiser le temps des installations, des temps des protocoles, pour passer rapidement au temps du travail. On sera une opposition qui ne sera pas une opposition opposante, systématiquement opposante à tout. On sera une opposition s'il y a de bonnes choses pour la Martinique. On va aller dans le sens, mais nous serons un peu vigiles, nous serons un peu vigilants sur tout ce qui peut se passer sur l'avancée de la Martinique. Ceux du Grand Assemblée pour Bapé et en chance semblent être prêts pour un nouveau départ. Nous allons mettre en place les instances qui vont gouverner en quelque sorte cette collectivité et puis aussi à la fois conscient des responsabilités qui pèsent sur nos épaules et surtout de l'attente de la population. Beaucoup de gens nous ont envoyé un message fort pour ces élections. Nous avons été élus avec comme mission de redresser la Martinique, d'aider ceux qui sont les plus démunis et de sortir un petit peu d'un marasme que l'on ressent dans la population. Nous avons avec nous une équipe avec des personnes d'expérience, mais aussi avec beaucoup de jeunes. Et j'ai toujours cru que c'est dans l'intergénération que la Martinique pourra trouver des solutions. Je suis
attendent ce passage qui est incontournable, qui est la mise en place de la CTM, et qu'à partir de cela, nous partons sur le terrain. Et puis c'est Djoubaké qui a intéressé nous, c'est Goumé, c'est Griffantais. C'est la fusion des compétences à la fois du département et de la région. Je pense que nous irons vers plus d'efficacité, gain de temps et aussi recréer une dynamique nouvelle pour le pays. Le résultat est vraiment l'expression d'une attente des Martiniquais d'autre chose. Et cette autre chose, nous l'avons proposée avec une fusion complètement inattendue. Ben maintenant, au boulot, tout le monde. Alors, Garcin Malsa, que pensez-vous du retour d'Alfred Marie-Jeanne et du mouvement d'Alfred Marie-Jeanne à la tête du pays? Bien, il faut dire que pendant la campagne, ils ont fait du bon travail puisqu'ils ont gagné. Et je crois qu'il faut reconnaître à Marie-Jeanne sa combativité. Et je pense que de ce point de vue-là, il a gagné ce qu'il voulait gagner. Il voulait être président de la première collectivité territoriale de Martinique. Bien, je crois que c'est bien pour lui. Malgré tous les enzolages qui ont été faits au cours de ce parcours, il faut le reconnaître, il est arrivé à être président de la première collectivité de Martinique. Je pense que maintenant, il a du travail, il a à faire. Bon, il faut qu'il fasse ce qu'il a dit et qu'il doit faire. Et alors, dans cette nouvelle collectivité territoriale de Martinique, le conseil exécutif, excusez-moi, est devenu collégial, alors qu'auparavant, la tête du pays était unique. C'était le président du conseil régional. Que pensez-vous de cette collégialité? Bien, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, la collégialité. Collégialité. Tu vas casser, tu vois? Oui. Ah bon. La collégialité est une bonne chose. Dans une institution qui est unique, ça c'est une première chose. La deuxième chose, il faut savoir comment on constitue la collégialité. Et j'observe pour ma part qu'il y a à l'intérieur de la collectivité territoriale de Martinique, bien pas des éléments contre nature, comme disent certains. Et la fusion telle qu'elle a été faite, de mon point de vue, n'arrange pas fondamentalement l'intérêt des Martiniquais, ni du point de vue social, ni du point de vue écologique. Et je ne sais pas si on est là pour changer fondamentalement les choses. Alors que ça vous paraît nécessaire aujourd'hui pour faire avancer la Martinique? Alors qu'effectivement, on devrait se trouver dans une alternative. Il n'y a pas d'alternative, il y a effectivement une alternance par rapport à ce qui était là. Donc ça a été bien dit, puisque j'observe que dans les déclarations des uns et des autres, au cours de la deuxième partie de la campagne, et même hier, ce qui a été dit, par exemple, il va falloir qu'on mette tout pour l'extension du TCSP, tout pour que vers le nord, on fasse des routes 2 fois 2 voies, et tout pour que, effectivement, les grands travaux et pour la Martinique soient mis en place. Les grands travaux, est-ce qu'il faut entendre un peu plus de carrefour, un peu plus de béton, oui, etc. des travaux mieux répartis sur tout le territoire. Et ça, c'est très... On ne sent pas qu'il y a une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire de Martinique en matière de développement, de telle sorte que nous prenions en compte ce qui avait été dit pendant la campagne, par les uns et par les autres. Et les disparités qui existent entre le nord, le centre, le sud, le centre, pour qu'effectivement on aille vers un pays mieux équilibré et profitable à tous les Martiniquais. Je pense que c'est ce qui est important. Par exemple, il va falloir qu'au niveau du schéma d'aménagement régional,
bien qu'on apporte des modifications sérieusement, parce que c'est la première des choses à faire. Mais du point de vue de la dynamique de la préservation de la biodiversité, je ne sens pas qu'il y a effectivement un élan pour protéger notre biodiversité. Je n'ai pas senti ça dans les campagnes. Dans la campagne, même dans les discours des uns et des autres, parce que j'attendais un peu plus. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de la centrale qu'on doit installer au Galion 2? Pendant la campagne, beaucoup de gens parlaient d'arrêter cette centrale, de telle sorte effectivement qu'elle n'ait pas lieu. Là, on ne sent pas ça, on ne sent pas tout ça. Et donc, j'ai de l'inquiétude, j'ai surtout l'impression que dans la collectivité territoriale de Martinique, il y a un poids lourd qui est entré. Ce poids lourd, eh bien, c'est dans l'intérêt de ceux qui détiennent l'économie de ce pays. D'ailleurs, à plusieurs reprises, pendant la deuxième partie de la campagne, au deuxième tour, eh bien, très souvent, j'ai entendu dire par des chefs d'entreprise bien organisés dans ce pays, eh bien, qu'il ne faut plus parler d'idéologie, qu'il faut axer le combat sur l'économie, uniquement l'économie. Parce que parler d'idéologie, c'est faux, c'est tout. D'ailleurs, ils étaient d'autant plus à l'aise pour le dire, puisque nous observons dans le contrat de mandature de 6 ans, eh bien, qu'est-ce qui est dit? Il est dit très clairement les questions institutionnelles ne doivent pas effectivement être évoquées. Il faut, pour avoir une économie stabilisée, un pays stabilisé, il ne faut plus parler de quoi que ce soit qui puisse aller dans le sens d'une remise en cause des institutions. Parce que c'est excessivement grave, alors que dans le même temps, on sait que les problèmes de misère dans ce pays, les problèmes de vie chère dans ce pays, les problèmes de pauvreté dans ce pays sont des problèmes majeurs. On nous fait croire que, eh bien, dans cette CTM, tout sera apaisé parce que tout simplement, tout semble se trouver dans un état uniformisé. Donc c'est excessivement grave. Mais pensez-vous qu'il aurait fallu une autre réorganisation institutionnelle de la Martinique pour que cette Martinique décolle enfin? Alors, moi je pense que la CTM doit être une étape. Et pour que la CTM soit une étape vers plus de responsabilité, c'est-à-dire un minimum d'autonomie dans ce pays, eh bien, il fallait absolument qu'à l'intérieur de la CTM, il y ait cette volonté déjà de changement. Mais on ne sent pas cette volonté de changement. Changement de cap, il n'y a pas de changement de cap du point de vue politique de volonté politique. Bien au contraire, je pense même qu'à partir du moment où les représentants des grosses forces économiques se trouvent à la CTM, eh bien, on est dans une situation qui sera pire que la situation antérieure. Ceci dit, je ne désespère pas, puisque je crois qu'à l'extérieur de la CTM, eh bien, les mouvements citoyens vont faire en sorte que effectivement les choses bougent. Et vont continuer. Parce qu'effectivement, il faut que les mouvements citoyens arrivent à faire bouger, sinon effectivement, on ira, contrairement à ce qu'on dit, à la catastrophe. Et les grosses fortunes qui existent dans ce pays, eh bien, vont s'enrichir encore davantage. Et ce dont j'ai peur pour l'instant, j'ai peur que, du point de vue social, eh bien, qu'il y ait une sorte de marche en arrière. C'est très important parce qu'effectivement, il ne faut pas se faire d'illusions. Et la lutte des classes existe, même quand on dit qu'il ne faut pas en parler. D'ailleurs, on observe bien que ceux-là même qui ont mis en place leur idéologie d'une classe dominante dans ce pays nous disent toujours qu'il ne faut pas parler
de lutte des classes. Il faut laisser la situation en état, il faut pas faire bouger. Je pense que c'est excessivement grave. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche. D'ailleurs, nous n'épousons pas la fusion qui a été faite pour la bonne et simple raison. Eh bien, nous observons que c'est une fusion pas seulement contre nature, et qui dépasse l'entendement parce que ça ne va pas dans l'intérêt du peuple martiniquais. Quand bien même, nous observons que le peuple martiniquais a voté massivement pour cette fusion, pour élire le Grand Assemblée pour Bampé et Ansens. Mais il faut dire que ça a été fait dans des conditions particulières. Je crois qu'on a voulu surtout évincer l'autre camp qui n'avait pas effectivement, il faut le dire, géré de la belle manière, puisqu'il y a eu beaucoup d'affaires de ci, de là, et je pense qu'effectivement ça a pesé dans la balance. Alors justement, le vote des Martiniquais s'inscrit de façon assez claire dans le territoire. Les Martiniquais du Nord et du Sud ne donnent pas leur voix aux mêmes listes. Une analyse qui s'est confirmée au lendemain du second tour des élections de la CTM dimanche dernier. Le Nord vote plus pour Serge Letchimy, alors que le Sud a plus voté pour la liste Grand Assemblée pour Bapaya en chance. Reportage. La Martinique a eu à se prononcer sur 2 listes. Le mode de scrutin de la collectivité fait qu'il y a une représentation des territoires s'appuyant sur 4 sections. Nord, Centre, Fort-de-France, Sud. On constate cependant que le Nord a porté ses voix vers Ensemble pour une Martinique nouvelle, tandis que le Sud et le Centre vers Grand Assemblée pour Bapaya en chance. Je ne dirais pas qu'il y a un résultat qui marque 2 différences. Il marque une différence d'être entre le Nord, collé à Fort-de-France, le Centre et le Sud. 2 secteurs géographiques distincts. Pour autant, quand on regarde bien le nombre de suffrages, on regarde les écarts, on va s'apercevoir que Alfred Marie-Jeanne va faire plus de voix dans le Nord et dans le Centre, et sur Fort-de-France, que ne fait Letchimy dans le Sud. Parce que l'écart de Letchimy de Marie-Jeanne dans le Sud, qui est de plus de 13 000 voix, suffisent largement pour que les victoires de Letchimy à Fort-de-France et le Nord ne soient pas rattrapées par l'écart semblant sur le Sud. Et comme le Centre vient s'ajouter un peu comme la cerise sur le gâteau, donc en clair, il y a eu une expression politique, mais ce n'est pas une séparation politique parce qu'Alfred Marie-Jeanne est représentatif partout, au contraire de Letchimy qui, lui, dans le Sud, malheureusement pour lui, n'existe pas. Un taux de participation bien plus élevé qu'au second tour. Explication. Premier tour, il y en a qui regardent, qui attendent pour se prononcer, même s'ils ont une vague idée. Il y a ceux qui se disent, bon, le premier tour, on sait très bien ce qui va se passer, on bouge pas. Sur ce vote-là, il y a peut-être un nouveau phénomène qui est le vote, il faut absolument aller voter. Quand on regarde le résultat, le score qu'a réalisé la liste d'Alfred Marie-Jeanne, qui elle est une liste de fusion avec Yann Monplaisir, on verra très nettement que le nombre de suffrages qu'il a obtenu, plus de 83 000, est égal au nombre de suffrages réunis d'Alfred Marie-Jeanne et d'André Le Sueur en 2010. Le perdant de l'élection, quand les gens sont précipités pour voter, pas plus, il y a eu quoi, 11 points de plus, c'était attendu. 11 points de plus au second tour, c'est toujours la fourchette d'augmentation traditionnelle du second tour par rapport au premier. Mais quand on regarde le score de Serge Letchimy, on va se voir qu'il a perdu plus de 7000 voix. Et ça suffit. Alors, Garcin Malsa, comment expliqueriez-vous cette répartition des voix des Martiniquais? Bien, il y a plusieurs éléments. Et premièrement, il faut constater que dans le Sud, il y a une plus forte implantation d'Alfred Marie-Jeanne et du même d'une façon générale. Et puis, il y a une plus forte implantation de tout ce qu'on pourrait appeler de la dynamique souverainiste, indépendantiste, toutes tendances confondues. Je crois qu'effectivement, le Grand Assemblée pour Bapaya Ansens a bénéficié de ça. La deuxième chose, il faut savoir qu'on était dans des conditions particulières. J'ai dit tout à l'heure, il y avait une volonté d'évincer l'équipe en place. Pour plusieurs raisons, pour des raisons de gestion d'une façon globale, pour des raisons de comportement, pour des raisons d'arrogance, effectivement. Et ça a pesé dans la balance et les gens ont voulu marquer ça. Et dans le Nord, eh bien, on observe effectivement qu'il y a une avance pour Letchimy, pour la liste conduite par
Ensemble pour une Martinique nouvelle, parce que tout simplement, eh bien, c'est la même chose. Hein, aussi, il y a la tendance à ce qu'on pourrait appeler effectivement à plus de responsabilité allant vers le sens de la souveraineté est moins forte dans le Nord. Et puis bon, il faut savoir aussi que le maire de Sainte-Marie avait pris une position pour Ensemble pour une Martinique nouvelle. Et ça, effectivement, à son actif, il faut le dire, ça a marché. Je pense que Serge Letchimy a bénéficié de tout ça. Et puis bon, des voix de toutes les communes, et surtout les petites communes du Nord, et Makouba. Et bon, je crois qu'effectivement, il a bénéficié de ça. Bon, il faut dire qu'à Fort-de-France, eh bien, ce que Serge Letchimy espérait, à savoir faire en sorte que, premièrement, l'électorat classique qui vote pour le PPM sorte, eh bien, l'électorat, de mon point de vue, n'est pas sorti assez massivement. Et deuxièmement, eh bien, il y a une partie de son électorat qui l'a boudé aussi. Alors, pour certainement des raisons que je ne peux pas maîtriser, mais effectivement, il n'a pas su bénéficier de ça. Et puis dans le centre, effectivement, eh bien, je crois que on a donné une leçon à Ensemble pour une Martinique nouvelle, aussi bien au Lamentin qu'au Robert. Bon, il appartient tant au maire du Lamentin qu'au maire du Robert de tirer les conclusions de ça, parce que je pense que c'est très important. Oui. Mais ce qu'on peut dire d'une façon générale, et ça a été dit en long et en large, l'électorat n'a pas suivi les mots d'ordre des maires. Je pense que c'est la grande leçon qu'il faut tirer de scrutin de ce qui vient de se passer. Mais alors, selon vous, qu'est-ce que cela veut dire dans la symbolique, si on élargit un peu plus? Est-ce que les maires des communes perdent de leur importance? Est-ce que la voix des maires n'est plus si importante que ça pour la constitution politique du pays, de façon générale? Ah non, mais c'était une élection tout à fait particulière. Oui. Premièrement, au départ, les gens disaient que bien, les électeurs allaient bouder les urnes. Malgré le fait qu'ils aient voté. Parce qu'effectivement, les Martiniquais ne comprenaient pas très bien ce que c'est que la CTM. Bon, on a observé qu'au premier tour, bien, effectivement, les gens ne sont pas allés voter en masse. Mais au deuxième tour, les gens se sont déplacés un peu plus, puisque nous sommes passés à près de 50%. Donc c'est important, même si effectivement on aurait pu faire beaucoup plus, mais c'est suffisamment notable pour pouvoir tirer les conclusions. Ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre le premier et le deuxième tour pour faire en sorte que les gens sortent massivement, que les gens aillent voter. Alors, on dit qu'effectivement, certainement, ce qui s'est passé dans la boîte de nuit a dû bouleverser pratiquement les choses. Vous parlez de l'affaire du paparazzi. L'affaire du paparazzi, je pense que c'est très important. Plus, effectivement, le procureur qui intervient, je crois que c'est important. Bon, puis, il y a aussi la fusion, parce que les gens se sont dit, bon, s'il y a une fusion, eh bien, tout compte fait, bon, on en a marre, on va vers cette fusion. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont fondamentalement d'accord pour la fusion, mais les gens ont observé qu'effectivement, il y a quelque chose qui se met en place. Eh bien, ils vont dans ce sens-là. Les gens se disent 1 plus 1, ça fait 2. 1 de l'autre côté, 1 plus 1, ça fait 2. Les gens ont fait un calcul aussi simple que ça. Mais cette fusion était aussi peut-être une marque d'opposition au mouvement de Serge Letchimy assez forte pour les Martiniquais. Mais alors, vous, en tant qu'homme politique martiniquais, qu'attendez-vous de cette nouvelle collectivité territoriale de la Martinique? Et en tant qu'être humain, que martiniquais, qu'attendez-vous d'elle également? Alors, déjà, il faut savoir que nous avons milité pour qu'effectivement qu'il y ait cette collectivité unique. Bon, nous voudrions aller beaucoup plus loin. Oui. Dans le 74, mais cela ne pouvait pas se faire. Les Martiniquais ont tranché pour rester dans le 73.
eh bien, nous avons accepté effectivement le vote des Martiniquais, comme nous acceptons le vote des Martiniquais. Aussi, aujourd'hui, je pense que c'est très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, de notre point de vue, la CTM devrait servir d'outil pour aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, ça veut dire qu'effectivement, préparer une phase d'autonomie, et je le dis très clairement, au moins. Dans le stade actuel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, puisqu'il est dit que dans le contrat de mandature, les choses ne doivent pas bouger. On doit parler d'économie, rien que d'économie. On doit parler de situation, effectivement, d'entreprise. Ça veut dire croire que ce sont les entreprises qui mènent tout dans ce pays. Il faut savoir qu'effectivement, eh bien, le politique et la politique doivent être au poste de commande. Je dis bien, le politique, c'est celui effectivement qui est le décideur politique. Et la politique, c'est-à-dire la manière, la vision de voir le développement d'une société, je pense que c'est très important. Or, ce n'est pas le cas. On nous fait rester dans la même situation politique. Quand on nous dit qu'effectivement, il faut bloquer tout débat idéologique, ça veut dire qu'on sait bien qu'on veut qu'on reste dans la situation actuelle. Rester dans la situation actuelle, ça veut dire que rester dans un contexte où l'idéologie dominante est là, c'est l'idéologie dominante qui prime. L'idéologie dominante aujourd'hui se trouve entre les mains des gros possédants, et ça, c'est très important. Donc, la place est donnée aujourd'hui aux gros possédants de manière forte et beaucoup plus forte à l'extérieur comme à l'intérieur, et surtout à l'intérieur de la CTM. C'est ce qui est grave. D'ailleurs, quand on voit la manière dont à la fois le conseil exécutif est composé et même l'Assemblée, on voit qu'effectivement, bien, les gros possédants, plus que jamais, eh bien, se trouvent représentés politiquement à la CTM. Bien, on n'a jamais vu ça. On ne dit pas ça. Du point de vue on dit que la CTM, on a observé quelque chose d'historique qui s'est produit. Il y a aussi une autre chose d'historique qui s'est produite à l'intérieur de cette chose historique qui s'est produite, c'est qu'effectivement, eh bien, on voit que les gros possédants ont l'œil politique plus que jamais à l'intérieur de la CTM, et je crois que c'est sûr. Et c'est ce qu'il faut dire. Et donc, de ce point de vue, moi j'attends des Martiniquais qui comprennent la situation aujourd'hui pour se mobiliser, parce qu'ils ont voulu changer, et je crois qu'effectivement, ils ont eu des raisons suffisamment majeures pour changer, parce qu'ils ont compris que, eh bien, à un moment donné, la gestion qui était faite, c'était une gestion qui n'allait pas dans leur sens, mais il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, que la manière dont les choses se sont passées va changer fondamentalement les choses. Nous ne sommes pas dans une dynamique alternative, nous sommes dans une dynamique d'alternance où malheureusement les gros possédants auront la même mise encore davantage sur le pays. Du point de vue économique, du point de vue identitaire, et c'est encore beaucoup plus grave. Quand on nous dit de ne pas parler d'idéologie, ça veut dire que la culture martiniquaise va prendre de moins en moins de place. Or, nous voudrions que notre culture ouvre la porte à la création, ouvre la porte au développement de ce pays, et ça c'est très important, parce que tout simplement, je crois que c'est capital pour renforcer notre identité, pour que notre identité ne se trouve pas noyée. On pourrait s'attendre, par exemple, lors de la cérémonie, de façon solennelle, que l'on mette au premier rang, eh bien, la langue martiniquaise. Oui. Or, la langue martiniquaise, eh bien, on n'en a pas parlé. Eh bien, les Corses nous ont donné une démonstration là-dessus, effectivement. Et je crois que ça, c'est très important, alors que nous sommes dans un pays où l'on parle la langue martiniquaise partout, où qu'on se trouve, dans les rues, et chez soi, dans les quartiers, dans l'église, etc., et dans toutes les générations. Je crois que c'est très important. Je crois qu'il faut, c'est-à-dire il faut veiller au grain, pour que le caractère et l'aspect identitaire
et soit maintenu très fortement. Je crois que c'est très important. Et puis je disais tout à l'heure, eh bien, et je suis presque certain que tout ce qui est préservation de la biodiversité, oui, eh bien, sera mis dans les cartons parce que je ne pense pas qu'à l'intérieur même de la CTM telle qu'elle est présentée, il y a cette volonté de faire avancer tout ce qui est préservation de la biodiversité. Alors que je pense que c'est très important, alors que c'est une question centrale. La question, par exemple, des proches des sargasses. Oui. C'est une question qui doit être discutée largement. Et puis qui touche la majorité des Martiniquais. La question de la transition énergétique, c'est une question qui doit être discutée très, très largement. Et j'ai dit tout à l'heure, que fera-t-on de ce Galion 2 qui est en train de se mettre en place? Y aura-t-il suffisamment de volonté politique pour dire qu'il faut arrêter Galion 2? Et ça, c'est important. Y aura-t-il suffisamment de volonté politique pour faire en sorte que, pour dire que la proposition qui est faite par Yann Monplaisir de faire en sorte qu'il y ait un pont de Fort-de-France jusqu'à Trois-Îlets, eh bien, que c'est une hérésie même. Je crois qu'il faut le dire fortement. Il y a autant de problématiques de ce genre qui nous attendent et sur lesquelles il faut se préparer à mener le combat. Plus, effectivement, je l'ai dit, la question sociale, c'est une question qui va se poser aussi au même titre que la dynamique écologique. Et pour vous, c'est de la mission des mouvements citoyens aujourd'hui d'exprimer ces revendications et de mettre ces questions en lumière? Alors, il est de la mission de tous, et plus particulièrement des mouvements citoyens, comme vous le dites, à la fois des mouvements politiques qui sont dans cette dynamique-là, mais de tous les mouvements citoyens. Parce que, je l'ai déjà dit depuis très longtemps, toutes les promesses qu'on est en train de faire, la COP21, tout ça, c'est très bien. Mais tout de suite après la COP21, eh bien, on observe que tout de suite, le train-train quotidien recommence et on oublie tout. S'il n'y a pas des mouvements citoyens permanents, eh bien, on ne peut pas changer fondamentalement les choses, on ne peut pas aller vers une alternative. Or, aujourd'hui, plus que jamais, surtout pour notre pays, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays insulaire, avec effectivement des écosystèmes très intéressants, mais des écosystèmes fragiles, parce qu'effectivement, avec la montée des eaux consécutives au réchauffement climatique, eh bien, on aura des dégâts. Donc, ce sont des questions qui doivent être posées au premier rang. Question, effectivement, de la sécurité des biens et des personnes en cas d'aléa majeur. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce sont des questions qui doivent être posées au premier plan. Or, il me semble, c'est passé au second plan. C'est pourquoi, effectivement, je profite de cette instance qui m'est donnée pour parler aux citoyens martiniquais, pour leur dire, effectivement, de se préparer à des combats futurs qui sont fondamentaux, à la fois pour le développement du pays, mais pour, effectivement, la préservation de la biodiversité, bien sûr, mais pour la préservation, effectivement, des Martiniquais. Dans l'intérêt des Martiniquais, je pense que c'est très important. Très bien. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la question identitaire. La semaine dernière, jeudi, la préfecture a remis à 73 personnes originaires de 20 pays différents leur décret de naturalisation. Les familles et les maires de leur commune étaient présents. Nous y étions. Et dans la citoyenneté s'inscrivent dans le cadre de la politique d'intégration des nouveaux Français. Elle vise à accueillir dans la communauté nationale de manière solennelle et chaleureuse les personnes qui ont fait le choix de la nationalité française. Elles sont destinées à marquer l'importance de cette entrée dans la citoyenneté. Marie-Carmel Lamy, nouvelle naturalisée, nous livre ses impressions. Je suis fière parce que ça fait un moment, ça fait 1 an, quelques mois, j'ai déposé mon dossier et je suis contente pour que je puisse participer à la congrégation martiniquaise, martiniquais. Je suis fière. Je dis merci aussi au peuple martiniquais. Une classe a assisté à la cérémonie. Son professeur d'enseignement moral et civique nous en dit plus. Donc la 4e 1 est une classe citoyenneté. Donc l'objectif est de développer l'égalité
des chances, mais permettre aussi à ces jeunes de voir concrètement comment se déroule une cérémonie de naturalisation, comment est-ce que les étrangers peuvent accéder à la citoyenneté française, à la nationalité française plus précisément. Ils voient concrètement comment on peut s'investir, vouloir s'investir dans cette société française, s'impliquer en ayant une nationalité, adhérer aux valeurs, aux symboles de la République française. Cette promotion 2015 concernait 73 personnes, dont 26 mineurs qui ont obtenu la nationalité française par naturalisation ou réintégration et par déclaration. Le plus jeune des adultes était âgé de 13 ans et le plus âgé de 68 ans. Pour cette première cérémonie de l'année, 20 nationalités ont été représentées, avec 43% de naturalisés originaires des pays de la Caraïbe. Alors, Garcin Malsa, vous avez pensé il y a quelques années à mettre en place une carte d'identité martiniquaise. Pensez-vous que cette identité caribéenne ou martiniquaise devrait être reconnue par l'administration française aujourd'hui? Ah oui, plus que jamais. D'après ce que je viens de voir, eh bien, je crois qu'il est temps qu'il y ait à la fois l'hymne de Martinique et effectivement la carte d'identité de Martinique. D'ailleurs, ça se passe dans d'autres pays. Ça se passe effectivement en Corse. Je ne vois pas effectivement pourquoi on n'aurait pas le drapeau martiniquais, comme il y a le drapeau corse. D'ailleurs, on a bien montré lors de la mise en place de l'Assemblée corse, les Corses, effectivement, ont sorti leur drapeau. Oui. Il n'y a pas de contradiction à ce qu'il y ait, effectivement, il n'y a pas d'opposition formelle. Il faut respecter notre identité. D'ailleurs, c'est dans ce sens qu'on avait, en 2009, je crois, bien sorti la carte d'identité de Martinique. Et d'ailleurs, si on avait cette carte d'identité de Martinique, eh bien, certainement, on aurait chanté l'hymne, la Marseillaise, mais effectivement, on aurait aussi chanté l'hymne de Martinique aussi. Bon, il faut que les Martiniquais comprennent qu'il n'y a pas d'opposition à ce qu'effectivement, qu'on se trouve ici en Martinique, dans la Caraïbe, avec effectivement une carte d'identité de Martiniquais, l'hymne de Martinique, et qu'effectivement qu'il y ait, puisque nous sommes dans cette situation-là, qu'il y ait à côté bien le drapeau français et côte à côte le drapeau français et le drapeau martiniquais. Et donc c'est dans ce sens que j'ai voulu attirer l'attention du peuple martiniquais lorsque j'étais maire à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, il y avait, et c'était accepté par les autorités françaises, le drapeau martiniquais et le drapeau effectivement français. Et côte à côte, ça ne dérangeait pas les autorités martiniquaises qui venaient, les ministres, etc., les préfets qui passaient. Pourquoi ça dérange les Martiniquais? Si ça dérange les Martiniquais, c'est parce qu'effectivement, nous sommes toujours dans un état colonial et nous sommes toujours, nous, colonisés. Parce que le même Martiniquais qui est content de voir côte à côte le drapeau corse et le drapeau français, eh bien, il est dérangé quand il voit le drapeau martiniquais à côté du drapeau français. Alors, ça me permet de vous dire, ça relève de notre passé. Et c'est pourquoi il est très important de faire état de la problématique de réparation. Oui. Et quand je parle de réparation, je le dis avec fermeté et je le dis aussi aux Martiniquais. La question des réparations n'est pas seulement une question financière comme on veut le croire. C'est une question de reconnaissance de notre dignité d'être humain. Et de notre identité également. Et si nous sommes dans ce contexte-là, si nous refusons de nous connaître nous-mêmes, si nous refusons d'être nous-mêmes, si nous refusons de notre identité, cela veut dire que dans notre fort intérieur, nous sommes malades, nous sommes profondément malades. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est cette auto-réparation. C'est-à-dire parler de nous-mêmes. Dire effectivement que nous sommes des êtres humains comme tous les êtres humains et amener à nous faire respecter en tant qu'être humain. Nous faire respecter en tant qu'être humain, c'est-à-dire afficher notre identité
où que nous nous trouvons dans le monde. Afficher notre identité, c'est-à-dire n'avoir pas peur de parler le créole, donc la langue martiniquaise, là où nous nous trouvons, c'est-à-dire dans une instance parlementaire, à la CTM, au conseil municipal, ce que nous avons fait au niveau de la ville. Écrire même cette langue martiniquaise à travers les procès-verbaux, et pour qu'effectivement, au niveau des autorités françaises en Martinique, eh bien, qu'elles arrivent à comprendre que nous sommes fiers de notre identité. C'est toute cette démarche qu'il faut faire aujourd'hui. Et justement, à travers la CTM, nous devons faire cet exercice-là. Faire cet exercice-là, c'est développer nos idées, nous permettre de nous trouver dans une dynamique idéologique qui va s'opposer à l'idéologie dominante qu'on nous impose aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Donc on ne peut pas nous empêcher de faire de l'idéologie. Faire de l'idéologie, c'est avoir une vision du monde, mais c'est surtout réfléchir sur la manière dont on veut développer notre pays, sur la manière dont on veut faire et les relations entre les entreprises publiques et ce qu'on appelle effectivement les institutions politiques. Donc c'est faire de l'économie. C'est faire de l'économie. Bien sûr. Mais alors cette question d'identité, justement, pose problème, entre guillemets, où on retrouve cette question d'identité dans la question de la jeunesse martiniquaise, oui, dont on a beaucoup parlé pendant cette campagne électorale. Alors de nombreuses associations sont engagées pour le soutien de cette jeunesse. D'autres proposent d'autres solutions, comme l'autonome de la solidarité laïque de la Martinique. Rencontre. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, l'ASL, l'autonome de solidarité laïque de Martinique, a tenu à présenter l'état des lieux du climat scolaire en Martinique. Cette association assure la défense des personnels de l'enseignement public et privé laïque contre les risques de leur métier, et c'est la raison pour laquelle elle a lancé un programme d'accompagnement et de formation des personnels de l'éducation dans le cadre des conflits en milieu scolaire. Dans le cadre du contrat de partenariat que nous avons signé, la convention que nous avons signée avec le ministère de l'Éducation nationale et la déclinaison de cette convention auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Martinique. Alors, dans le cadre de cette convention, nous assurons une certaine formation et dans ce cadre-là, nous organisons en partenariat avec Madame la rectrice une conférence sur la responsabilité des personnels de l'éducation. L'objectif, c'est de porter l'information, c'est de former, c'est former la responsabilité pour dire le droit, quels sont les droits et les devoirs des fonctionnaires. Le métier des personnels de l'éducation est souvent au cœur de conflits. Pour se protéger, il est donc nécessaire qu'ils soient informés. Les enseignants, depuis plusieurs années, ont une augmentation de leurs obligations. Obligations de surveillance, obligations de signalement, les problèmes d'Internet avec la cybercriminalité, ou aussi l'utilisation des portables dans les conditions qui sont malheureusement parfois négatives. Vous avez aussi l'obligation de respecter les droits de l'élève dans les conseils de discipline. Tout cela nécessite une bonne connaissance du droit. C'est aussi une volonté pour nous de dire que face à ces responsabilités, l'enseignant doit être davantage protégé au niveau des procédures qui peuvent être engagées à son égard et lorsqu'il est mis en cause. C'est aussi là une nécessité pour nous de dire que l'enseignant qui est soit victime dans l'exercice de son métier ou encore qui est mis en cause doit bénéficier d'une protection juridique efficace, mais aussi d'un environnement psychologique important. Et c'est aussi le rôle des autonomes. Soutenir ses adhérents et apaiser le climat parfois difficile existant dans les établissements scolaires, tels sont donc les objectifs de l'autonome de solidarité laïque. Alors, Garçon Malsa, pensez-vous qu'aujourd'hui la jeunesse martiniquaise vit-elle un manque de repères identitaires ? Absolument. Alors, d'après ce que je viens de voir, on a parlé effectivement de tout ce qui est violence en milieu scolaire. Mais ce n'est pas en milieu scolaire seulement que se trouve la violence. La violence se trouve partout, la violence se trouve dans les rues, la violence se trouve à la maison, la violence se trouve partout. Donc on ne peut pas saucissonner la violence comme ça. Si on veut résoudre le problème de la violence, eh bien, il faut aborder la violence d'une façon systémique, d'une façon globale.
d'une façon globale, c'est-à-dire poser le problème de l'éducation d'une façon générale. Et quand on pose le problème de l'éducation, eh bien, là encore, la question identitaire se trouve au premier, c'est-à-dire, qui suis-je? C'est ça la vraie question. Qui suis-je? Je suis un Martiniquais. Je me trouve où? Je me trouve dans la région Caraïbe. Je ne suis pas en Europe, ce n'est pas vrai du tout. Je ne suis pas un Européen. Administrativement, je peux concevoir que je travaille avec l'Europe. Mais je ne peux pas dire que je suis un Européen. Et ça, c'est très important. Qui suis-je? Je suis obligé de reconnaître. Je suis quelqu'un qui descend des gens qui ont traversé l'océan dans des cales, bateaux, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle des Africains déportés, rendus esclaves ici. Donc il faut en parler. On est obligé de dire tout ça. Et si on ne dit pas tout ça, eh bien, on est bloqué. Et quand on est bloqué, eh bien, on souffre énormément. On a en soi des souffrances. Et lorsque ces souffrances, effectivement, se révèlent, eh bien, ça se transforme en violence. C'est ça. En violence, d'ailleurs. Contre soi-même. Déjà. Contre soi-même, Fanon décrit ça très bien, effectivement. Oui. La violence circulaire, eh bien, cette violence circulaire, eh bien, elle va continuer à circuler entre nous tant que nous n'allons pas poser vraiment le problème, n'allons pas résoudre vraiment cette question identitaire. La question identitaire, qu'on le veuille ou pas, plus que jamais, se trouve au premier rang. D'ailleurs, elle est posée, cette question identitaire, pas seulement ici, en Martinique, elle est posée en Corse, elle est posée en France, mais elle est posée un peu partout. Oui. Mais il faut savoir, effectivement, comment trouver la solution à cette question identitaire. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut tout dire. Il ne faut pas qu'il y ait des blocages, il ne faut pas qu'il y ait des non-dits, il faut effectivement que tout soit dit. La meilleure façon de débloquer la situation entre nous, c'est qu'on fasse effectivement, non pas seulement une rétrospection, mais une réécriture de l'histoire de notre pays et par nous-mêmes. Et c'est cette démarche que nous proposons au mouvement international pour les réparations. Je pense que c'est très, très important. Alors, pour transmettre cette identité, il y a aussi les traditions locales. En cette période de Noël, les rassemblements sont assez nombreux en Martinique autour de cette tradition, des marchés de Noël ou d'autres événements. Cette semaine, nous avons suivi ces manifestations où la transmission avait toute sa place auprès des enfants. Reportage. Le parc naturel régional de la Martinique organisait aujourd'hui à la ferme Périne la 10e édition du Noël d'antan chez nous. Une dizaine de classes de différentes écoles pour presque 250 élèves qui ont pu redécouvrir les traditions du Noël martiniquais. Le parc naturel régional de la Martinique a une double mission, une mission de préservation donc, du patrimoine naturel et culturel, mais également une mission de valorisation de ce patrimoine. C'est ainsi donc que nous mettons en œuvre régulièrement plein d'actions afin de sensibiliser, d'éduquer, de former la population. Et c'est ainsi que la manifestation de ce jour a pour objectif aujourd'hui de faire en sorte que les 200 élèves qui sont ici présents à la ferme Périne puissent se réapproprier donc, le patrimoine autour des valeurs liées sur le Noël d'antan. Ce sont des aînés qui vont transmettre le savoir aux élèves, donc il y a aussi pour nous une nécessité de recréer ce lien social. Les enfants ont pu s'investir pleinement dans une vingtaine d'activités encadrées par les aînés, comme celle par exemple du salage de la viande. C'est une tradition que nos parents, comme ils n'avaient pas de réfrigérateur, de conservateur pour conserver la viande, alors on faisait le salage de viande. Chaque année, c'est tout un plaisir puisque c'est une tradition. Je transmets le savoir-faire de nos ancêtres. Une transmission à laquelle les élèves adhèrent avec joie. J'ai participé au salage de viande. D'abord, on consiste à couper les ingrédients, on met les épices. Et maintenant, là, on ajoute du sel dans un seau et puis on les ajoute. Oui, j'aurais aimé le faire plus souvent. Que pensent ces enfants de la fête de Noël aujourd'hui? C'est une fête de détente et puis, bien sûr, on a beaucoup de choses à faire. On aime bien cuisiner, on aime bien éteindre la télé puis chanter. Une 10e édition réussie avec des enfants ravis de participer et de découvrir ces traditions dont ils seront les gardiens de demain. L'Office de tourisme du Lamentin a décidé ce matin de créer une animation autour de la fabrication du chocolat et ses dérivés. Un village en temps longtemps a été mis en place pour la cause. Les enfants ont pu voir comment on cassait la cabosse, comment on faisait macérer les fèves.
le séchage des fèves et aussi la torréfaction. Donc ils ont pu voir tout ça ce matin. On a pu déguster aussi du gâteau au chocolat, glace au chocolat. Et il y avait aussi des petits reportages qui montrent sous différentes formes ce qu'on fait avec les fèves pour fabriquer le chocolat, les différentes sortes de chocolat, d'où sort le chocolat, voilà. On a retenu qu'on est venu ici pour découvrir le grand des parents. On a retenu que les jouets que les enfants faisaient, où ils dormaient, et ce qu'ils faisaient, les punitions, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles punitions que les parents leur donnaient. Avant d'aller à l'école, il allait remplir, il allait donner de l'eau de l'eau aux animaux pour nourrir les lapins, les cochons. Alors on trouvait installer d'une certaine manière, parce qu'une épicerie d'avant, on ne construisait pas une épicerie, c'était soit une arrière-chambre, un local, un petit point vide de la maison, qu'on mettait en place un certain nombre de besoins qu'on avait constatés dans le quartier qui manquaient. Mais cette épicerie se faisait un réel plaisir de trouver tout, hein. Ça dépannait. Alors voilà, alors on trouvait ici, j'ai connu ça, le pois cassé, le pois vert. Mais peut-être que vous ne connaissez pas ça, c'est le pois cassé. C'est pas de la lentille. À l'approche des fêtes de Noël, l'accent a en effet été mis sur le chocolat, mais pas seulement celui-ci, le pois cassé, le riz, les lentilles, mais à la façon d'antan longtemps. Alors, les traditions de Noël sont des traditions martiniquaises, des traditions d'antan. Pensez-vous que ce serait plutôt au rôle de la famille de les transmettre aux enfants ? Même si l'organisation d'ateliers par les écoles est tout à fait intéressante, mais la famille doit-elle se transmettre cette identité martiniquaise à leurs enfants? Absolument. La transmission doit se faire à tous les niveaux. D'abord, dans la famille, à la maison, et dans l'école, dans les rues, un peu partout. Ce que nous venons de voir là, c'est remarquable. Je dois féliciter le parc pour ce travail exceptionnel. Au lieu d'emmener les enfants dans les centres commerciaux, voir effectivement ce qui se passe, acheter des jouets qui ne les intéressent pas, qui sont mis de côté après, etc., eh bien, on leur apprend d'abord à créer eux-mêmes, ils manipulent, ils sont en train de manipuler, et puis on leur apprend en même temps à connaître ce qui se faisait auparavant. Je crois que cette question de transmission, c'est une question fondamentale. Il ne peut pas y avoir une jeunesse bien formée, j'allais même dire, on ne peut pas assurer la transition si effectivement on n'arrive pas à transmettre. Et c'est ce qui a manqué. Et je crois qu'effectivement, à travers des manifestations de ce type, à tous les niveaux, dans les associations, dans l'école, à la maison, etc., on peut arriver à sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. C'est d'où cette question identitaire qui revient tout le temps, qui doit être posée à tous les niveaux. Et c'est donc les transmissions martiniquaises, mais également des transmissions caribéennes, de la vie caribéenne, de l'identité caribéenne. Absolument. Et on peut effectivement amener les enfants à comparer avec ce qui se passe effectivement à la Dominique, à comparer avec ce qui se passe en Guadeloupe, etc. Voir les différentes petites variations pour effectivement aller à échanger et être plus à l'aise. Et à partir du moment où on est fort sur soi-même, à partir du moment où on connaît son identité, on est plus fort à l'extérieur. Et on peut mieux comprendre l'extérieur. On n'aura pas peur de l'extérieur. D'où ce qu'on appelle effectivement la question de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une notion fondamentale que nous devons développer à la fois chez nous, dans nos associations, un peu partout. Donc effectivement, c'est dans cette pédagogie-là que nous devons développer et que je vais effectivement m'atteler à développer de plus en plus au niveau des jeunes martiniquais, des martiniquais d'une façon générale. Et j'ai beaucoup de temps pour ça maintenant. Merci beaucoup, Garçon Malsa, d'avoir répondu à notre invitation. Joyeuses fêtes de fin d'année, joyeuses fêtes de Noël. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Passez un agréable week-end sur Zouk TV.